chez Superindep, on gère la fiscalité et l'administratif au sens large, en fait, uniquement des micro-entreprises, ce qui nous donne une expertise vraiment hors du commun, pour le coup, sur ce régime. Alors, si ça sort de ce régime, par contre, je serai plus pertinent. Mais en ce qui concerne la micro, vous ne trouverez pas beaucoup de meilleurs experts que Superindep, très clairement, et de loin, puisque très souvent, en fait, on est même obligé de corriger les impôts ou l'URSSAF, parce que même eux, souvent, font beaucoup d'erreurs avec ce régime. Le gros problème de ce régime, c'est qu'il est très peu connu et très peu maîtrisé, notamment par ceux qui habituellement maîtrisent les sujets fiscaux, comme les comptables, parce que comme les comptables ne gèrent pas de micro, c'est un peu compliqué pour eux. Et on va voir après pourquoi ils ne gèrent pas de micro. C'est parce qu'en fait, c'est un régime qui, justement, a été pensé pour éviter d'avoir à prendre un comptable. Donc, forcément, ils ne s'en occupent pas. Et comme ils ne s'en occupent pas, on peut voir des petits problèmes quand ils essayent d'en parler. Donc là, l'idée, je ne vais pas non plus vous vendre la micro-entreprise à toutes les sauces, hein. Il n'y a pas que la micro-entreprise dans la vie, il y a plein d'autres régimes et statuts qu'on peut utiliser pour bosser en freelance, mais je vais vraiment vous faire un focus sur la micro, vous parler honnêtement de ce qui est bien ou pas, et vous parler en effet de l'état de la micro-entreprise en 2025, sachant que tous les ans, c'est un peu l'aventure. On ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Mais le principal sujet, en vérité, qui touche les micro-entrepreneurs, il ne vous touche pas vraiment vous directement, parce qu'évidemment, tout l'intérêt de cette présentation, c'est que je puisse la spécialiser pour quelqu'un qui aurait une activité de trader en propre firme. Et là-dessus, en fait, ça va pas vraiment vous impacter, parce que les principaux changements, ils sont surtout liés à la TVA. Et vous, quand vous facturez du service à l'étranger, concrètement, la TVA, vous en fichez un peu. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin d'en payer. En revanche, attention, c'est comme tout impôt, c'est pas parce que vous n'avez pas besoin de payer que vous n'avez pas besoin de déclarer. Donc il ne faut pas confondre le fait de ne pas avoir à payer de TVA et le fait de ne pas avoir à faire de déclaration de TVA. On en reparlera après des différents seuils. Donc la micro-entreprise, c'est quoi? C'est une forme simplifiée de ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. J'aime bien le rappeler pour bien comprendre d'où ça vient, et parce qu'après vous allez voir en fait que les limites du régime, mais aussi ses avantages, viennent directement de sa structure légale au final. Donc une entreprise individuelle, déjà, c'est vous en tant que personne, d'accord? Il n'y a pas de séparation entre vous et la micro. Donc il y a souvent des gens qui nous posent la question, par exemple, est-ce que je peux avoir plusieurs micro-entreprises? C'est comme si vous posiez la question, est-ce que je peux être plusieurs fois moi-même? Donc la réponse est non. En revanche, vous, en tant que personne, vous pouvez avoir autant d'activités que vous voulez. Donc vous pouvez faire effectivement du trading, mais vous pouvez cumuler ça avec d'autres activités, peu importe, du dev, de l'achat-revente, de la formation. Même si elles n'ont aucun rapport entre elles, il n'y a aucun souci, vous pouvez cumuler autant d'activités que vous voulez sur une micro. Et donc, ce que je répète beaucoup, c'est que la micro-entreprise est en gros, c'est une version simplifiée de l'entreprise individuelle. Et simplifiée, ça ne veut pas dire simple. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Simple, ça voudrait dire que n'importe qui pourrait le comprendre et le faire en claquant des doigts. Je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas le cas. Simplifié, ça veut dire qu'en effet, c'est plus simple à gérer et à structurer qu'une URL ou une SASU. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a rien à savoir, et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui, et notamment des petites mécaniques d'optimisation, parce que dans certains cas, la micro-entreprise peut vraiment devenir une niche fiscale hyper importante. Donc pour bien comprendre la micro-entreprise, il faut comprendre dans quel cas c'est intéressant et dans quel cas, évidemment, ça ne l'est pas. Donc, ça va être adapté à votre projet. Si vous avez peu de frais, votre activité, en gros, peu importe, il y a quelques activités réglementées. Par exemple, il faut savoir que du trading en nom propre, c'est pas possible en micro-entreprise. Ça fait partie des activités réglementées. Vous ne pouvez pas non plus être médecin en micro-entreprise, par exemple, ou avocat. Bref, il y a tout un tas de professions réglementées pour lesquelles vous ne pouvez pas être en micro-entreprise. Mais par contre, pour tout ce qui est conseil notamment, c'est souvent un statut très adapté, précisément parce que c'est un régime dans lequel vous avez très peu de frais. Et on va le voir après, vous avez en fait une mécanique d'abattement forfaitaire en micro-entreprise qui fait que si vous avez très peu de frais, c'est un régime extrêmement intéressant. L'autre point clé, évidemment, c'est que ce n'est pas fait pour les projets collaboratifs. Si votre but, c'est de monter un espace où vous allez devoir recruter des gens, travailler avec des gens, etc., ça ne fonctionne pas. Micro-entreprise, c'est purement freelance. Je travaille tout seul, je génère mes revenus tout seul, et ce n'est pas fait pour travailler avec d'autres personnes, très clairement.
Donc, comme je vous l'ai dit, la micro-entreprise est une forme simplifiée de l'entreprise individuelle. Elle est simplifiée avec deux options qui s'appellent le micro-social et le micro-fiscal. Il faut savoir qu'on peut avoir l'un sans l'autre, on peut avoir le micro-social sans le micro-fiscal et inversement, mais que ce qu'on appelle vulgairement la micro-entreprise, c'est le cumul des deux. Ce qu'on appelle la micro-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui est au micro-social et au micro-fiscal. Quand on dit micro, en gros, c'est pour désigner petite activité, d'où les fameux plafonds dont on va reparler après, et du coup, simplification. Simplification au niveau des déclarations et au niveau du paiement. Donc, le micro-social, ça veut dire qu'on vous simplifie la façon de déclarer et de payer la partie sociale, c'est-à-dire concrètement votre URSSAF, tout ce qui vous donne droit à la santé, à la retraite notamment. Et c'est aussi ce qui gère la CAF, etc. L'URSSAF, ça donne droit à énormément de choses. Dans tous les cas, vous n'avez pas de chômage, hein, si jamais vous vous posez la question, ça peu importe le statut que vous prenez, en freelance, en tant qu'entrepreneur, en fait, au sens large, vous l'avez dans l'os, vous n'aurez pas de chômage. Donc, le micro-social, c'est ce qui dit que vous allez pouvoir payer simplement des cotisations fixes, donc un taux fixe, par rapport à votre chiffre d'affaires. Ce taux, dans votre cas, il est de 24% pour de la prestation de service libérale, un petit peu plus, 24,1 ou 2. Ça va encore augmenter en janvier prochain, ça va passer à 26. On verra les taux de toute façon exactement après. Mais en gros, vous prenez votre chiffre d'affaires. Alors, je précise que votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez encaissé. Très souvent, on pourrait se dire que le chiffre d'affaires, c'est les montants qu'on facture. Non. En micro-entreprise, vous avez ce gros avantage, tant que vous ne l'avez pas encaissé, ce n'est pas du CA. Donc en gros, déjà, c'est un gros avantage, c'est que vous ne pouvez jamais payer des cotisations sur de l'argent que vous n'avez pas reçu. Ça pourrait sembler logique, mais en fait, c'est le seul régime qui permet ça. Donc, le micro-social dit, vous payez vos 24% sur votre chiffre d'affaires. Donc, si vous avez encaissé 5 000 €, eh ben, vous payez 24% des 5 000 € et c'est bon, vous avez payé ce que vous devez à l'URSSAF. Une fois que vous avez payé donc vos cotisations sociales, vous devez aussi payer votre impôt sur le revenu. Pour payer votre impôt sur le revenu, là aussi, ils ont besoin de faire des estimations. Donc, il faut bien comprendre que, normalement, si vous êtes en société, si vous êtes salarié, on connaît votre salaire. Donc, on sait exactement comment vous imposer et comment prélever des charges sociales. Si vous êtes en société, on connaît votre rémunération. Et donc, on sait exactement comment vous imposer et quelles charges sociales vous faire payer, même si on le sait que 2 ans après. Parce qu'on le sait au moment où on récupère le bilan et l'alias fiscal. Mais en micro-entreprise, justement, ce côté simplification vient du fait que l'État accepte de ne pas connaître précisément votre rémunération. À la place, ils font des estimations. Donc ces estimations, elles font que sur la partie sociale, ils prennent juste votre chiffre d'affaires et ils appliquent un pourcentage. Alors c'est pour ça, entre guillemets, au passage, il faut faire très attention quand vous comparez des charges sociales. Si quelqu'un vous dit wow, tu as de la chance en auto-entreprise, tu payes que 24%, moi je paye 45% en URSSAF, à l'EURL, en EURL. Attention, il ne faut pas tout mélanger. En EURL, on paye 45%, mais on paye 45% sur le revenu. D'accord? Donc le revenu, évidemment, c'est mon chiffre d'affaires moins mes charges. Alors qu'en micro-entreprise, par souci de simplification, on ne se soucie pas de vos charges, on vous prend juste un forfait de 20%, peu importe vos charges justement, et donc on ne connaît pas votre revenu réel. Et donc comme on ne connaît pas votre revenu réel, ben, on ne peut pas non plus vous imposer exactement sur votre revenu réel. Donc là aussi, ils font une estimation. Cette estimation, pour la faire, ils prennent votre chiffre d'affaires. Donc bon, bah, mettons que vous ayez fait 5 000 pendant 12 mois, du coup vous avez 60 000 € de chiffre d'affaires, et ils vont appliquer un abattement forfaitaire. Cet abattement forfaitaire représente le fait que vous avez payé des cotisations sociales et que vous avez eu des frais. On ne connaît pas vos frais réels, mais on estime que vous en avez eu à peu près pour 34% en tout de votre CA. Pour une activité, en tout cas, de trader en propre firme, donc comme vous faites de la prestation de service libéral, donc ils vont prendre ce chiffre d'affaires, ils vont enlever les 34%, et ce qui va rester, du coup, ça va être votre net imposable. Donc ils vont vous imposer sur la base de 60 000 € moins 34%. Ce sera votre revenu fiscal de référence et après, ils vont appliquer le barème classique pour connaître votre impôt sur le revenu. Sauf si vous prenez le versement libératoire. Le versement libératoire, c'est justement une des niches fiscales qui peut exister en auto-entreprise. Le gros avantage du versement libératoire, c'est que c'est un autre taux fixe qui, lui, s'applique directement sur votre chiffre d'affaires. Le but, là aussi, normalement, c'est de simplifier.
En gros, de dire, bah, plutôt que de faire un calcul classique, vous pouvez tout de suite payer, si vous êtes en service libéral, 2,2% de votre chiffre d'affaires et ça va vous libérer de votre impôt sur le revenu. Comprenez tout de suite, si vous êtes un peu matheux et que vous êtes un peu intéressé à la fiscalité, que le gros intérêt d'un taux à 2,2%, c'est qu'il est toujours fixe. Donc il ne dépend pas, il n'est pas progressif comme l'impôt sur le revenu classique. Autrement dit, plus vous gagnez d'argent en micro-entreprise au versement libératoire, et plus c'est intéressant, moins vous payez d'impôts. Pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est très facile à calculer, hein, faut savoir que c'est aussi quelque chose qui est peu su, mais on peut dépasser le seuil de la micro-entreprise 2 années de suite. Et c'est seulement la 3e année qu'on est obligé de changer de régime si on dépasse ces seuils. Donc si je vous prends un exemple, qui sont des exemples vécus hein, de clients, l'exemple d'un dev par exemple qui vient de se lancer, qui fait 100 000 € de CA, bah, du coup il paye 2200 € d'impôts. 100 000 € de CA, normalement c'est 66 000 € de revenus imposables. 66 000 € de revenus imposables, pour une part, normalement vous êtes plus proche des 15-20 000 € d'impôts. Donc quand je vous dis que c'est une niche fiscale, c'est déjà la bonne niche fiscale. C'est quand on sait l'utiliser correctement, ça fait littéralement économiser des dizaines de milliers d'euros par an. Mais attention, il y a plein de gens qui se font avoir, parce qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus, en fait, quand vous le demandez. Donc, pour en bénéficier, il suffit d'envoyer un message à l'URSSAF, il vous le donne, et si, quand vous devez en sortir, vous leur envoyez un message, ils vous l'enlèvent. Sauf que vous n'y avez droit que, en gros, si vous êtes dans la première tranche, pour faire simple. Parce qu'évidemment, ils sont bien conscients qu'un impôt qui n'est pas progressif, c'est un peu trop beau, ils ne peuvent pas l'accorder à tout le monde. Donc, pour y être éligible, ils vous disent, il faut que vous soyez dans la première tranche. Mais le petit trou dans la raquette, c'est qu'il faut être dans la première tranche, donc la tranche des 11%, mais sur les revenus d'il y a 2 ans. Donc, si sur les revenus d'il y a 2 ans, vous étiez dans la tranche des 11%, alors vous êtes éligible au versement libératoire, et du coup, même si vous faites 100 000 € de CA, bah, vous allez payer que 2 000 € d'impôt. Mais ça va durer que 2 ans, puisque une fois qu'on va regarder après vos revenus sur N-2, vous aurez dépassé, et là, il faudra changer le seuil. Mais bon, économiser quelques dizaines de milliers d'euros, même si c'est que sur 2 ans, c'est toujours bon à prendre. Donc le versement libératoire, super tips, mais attention, il faut bien vérifier à être éligible, parce qu'évidemment, l'histoire que je viens de vous raconter, elle marche aussi dans l'autre sens. Il y a des gens qui le prennent alors qu'ils n'y ont pas droit, ils font 100 000 € de revenus, ils sont contents, ils payent que 2 000 € d'impôts, sauf que 3 ans plus tard, ils reçoivent un courrier des impôts qui disent « mais en fait, vous n'y avez pas droit, donc c'est pas 4 000 € d'impôts que vous nous deviez, c'était 20 000 ». Bon, ça forcément, ça fait beaucoup moins plaisir. Donc, comme toute niche, quand elle est bien utilisée, ça peut être très intéressant, quand elle est mal utilisée, ça peut vous coûter très cher. Ce qu'il faut retenir donc de cette slide, entreprise individuelle, micro-fiscale et micro-sociale. Ce côté micro, il est représenté par les fameux plafonds. Et donc, votre plafond de chiffre d'affaires, il est à 77 700 pour du service. Mais vous pouvez le dépasser 2 années de suite avant d'être obligé de changer de statut. Donc, ce régime simplifié, il comporte quand même quelques obligations. Même s'il y en a moins que dans une société, vous en avez. Donc, vous êtes évidemment obligé de facturer. Alors, il faut savoir en effet que quand vous passez par des intermédiaires ou des plateformes, et notamment, je pense, les sociétés en propre firme, très souvent, ce type de plateforme, en fait, vont émettre ce qu'on appelle des factures d'achat. C'est-à-dire qu'elles vont émettre une facture en votre nom directement pour vous payer. Mais moi, ce que je recommande quand même systématiquement à tous mes clients, c'est vraiment, même si la plateforme ne vous le réclame pas pour vous payer, de générer une facture de votre côté pour garder une trace, pour avoir un livre de recettes propre et pour pas galérer à retrouver toutes vos factures si un jour vous avez un contrôle social. Parce qu'évidemment, quand vous avez un contrôle, d'ailleurs qu'il soit social ou fiscal, systématiquement, les 2 choses qu'ils vont vous demander, c'est l'ensemble de vos factures, votre livre de recettes, on va en parler juste après, et vos relevés bancaires. Donc, vous êtes obligé de facturer, même si votre client ne vous demande pas de facture. Vous êtes obligé de faire vos déclarations de chiffre d'affaires, cela va sans dire, tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF. Même si vous avez fait 0, il faut déclarer 0. Vous avez l'obligation de déclarer votre revenu. Je le précise parce que je crois souvent des auto-entrepreneurs qui ne sont pas au courant. Et comme la déclaration n'est pas pré-remplie quand vous êtes en auto-entreprise, bah, eux, ils pensent qu'ils n'ont rien à faire. Mais non, vous avez bien une case à remplir avec vos revenus. Et en l'occurrence, d'ailleurs, ce n'est pas votre revenu, c'est votre chiffre d'affaires que vous devez mettre, puisque, pour rappel, après, ils vont prendre ce chiffre d'affaires et ils vont eux-mêmes appliquer cet abattement forfaitaire pour vous imposer. Vous avez l'obligation de payer la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe que tous les entrepreneurs payent. C'est pour avoir le droit d'exercer dans un local en France.
En général, on paye le forfait minimum quand on est à son compte parce qu'on n'a pas beaucoup de surface et on travaille souvent de chez soi, mais ça peut représenter quand même quelques centaines d'euros par an. C'est un impôt qui se paye sur le site des impôts professionnels. C'est une des raisons pour laquelle, même si vous êtes en micro-entreprise et même si vous n'avez pas de TVA à payer, il faut avoir un compte des impôts professionnels. Quand vous allez en fait sur le site ImpôtsGouv, vous avez 2 onglets, il y a le site particulier, le site professionnel. Il faut bien vous créer un compte professionnel dès que vous êtes à votre compte. Ensuite, donc, vous devez tenir un livre de recettes. Un livre de recettes, ça peut être un simple fichier Excel, hein, mais en gros, c'est un document qui justifie toutes vos rentrées d'argent. Donc, dès que vous avez une rentrée d'argent professionnelle sur votre compte, vous devez avoir en face une facture et le nom d'un client et un SIRET si c'est un professionnel du coup. Donc ça, c'est pour retracer évidemment toutes les rentrées d'argent. Et vous devez ajouter la mention EI sur tous vos documents. Ça, c'est une obligation qui est assez récente, mais c'est pour faire la différence entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Donc ça, c'est des obligations qui sont vraies dans tous les cas. Oz, de ton côté, si jamais vous avez des questions qui passent sur le Discord, n'hésitez pas à les remonter en live. Du coup, il y en a quelques-unes qui sont posées. Tu veux faire une petite partie question-réponse là? Ouais, peut-être avant de passer à la suite. Après, si j'en parle plus tard, de toute façon, je vous le dirai. Mais... Alors, que je remonte. Ou alors on prend tout à la fin. On prend tout à la fin. Mais... Allez, vas-y, on fait ça. Bah, ok, allez, on fait ça. Comme ça permettra effectivement de... Disons que ça rend le truc un peu plus dynamique si on prend les questions au fil de l'eau, mais là, c'est vrai que comme je ne suis pas sur le Discord, c'est plus compliqué. Ok, vous avez d'autres obligations qui sont éventuellement celles-ci soumises à condition, donc notamment ce fameux seuil de TVA. Donc si vous passez 41 000 € de CA, dans ce cas-là, vous devez aussi déclarer de la TVA, même si vous n'en payez pas. Vous devez avoir un compte bancaire dédié si vous faites plus de 10 000 € de CA au moins 2 années de suite, mais honnêtement, en plus, il y a plein de comptes bancaires gratuits maintenant, autant en avoir un tout de suite, c'est quand même beaucoup plus simple. Et si vous êtes à la TVA ou si vous faites de l'achat-revente, bon, en l'occurrence, vous ne faites pas de l'achat-revente, mais vous devez tenir ce qu'on appelle un registre des achats, parce qu'il faut savoir que quand on est à la TVA, on peut aussi récupérer la TVA sur ses dépenses, et donc on doit tenir un registre, justement, où on liste toutes ses dépenses pro. En gros, c'est le pendant du livre de recettes, mais pour ses dépenses. Voilà, j'ai dépensé ça pour telle raison, c'était auprès de tel fournisseur. Donc voilà les obligations comptables que vous avez quand vous êtes en micro-entreprise. Donc maintenant qu'on a bien compris comment c'était structuré et qu'est-ce que c'était techniquement qu'une micro, comment on fait pour l'optimiser? Eh bien donc ce fameux versement libératoire dont je vous parlais, sur lequel je me suis déjà attardé, et j'imagine que dans le Discord justement il y aura sûrement des questions dessus, parce que c'est souvent un très gros point et c'est un des principaux leviers d'optimisation pour être complètement transparent quand on est en auto-entreprise. Mais quand même, je mets toujours ce gros mais en disant, bon, si vous êtes bien renseigné, si vous êtes sûr d'être éligible et que vous êtes sûr de faire du CA, foncez parce que c'est hyper intéressant. Mais si vous avez le moindre doute, surtout ne le prenez pas, parce que, encore une fois, l'inverse peut faire très mal. Si vous payez que 2% de votre CA et qu'en fait vous n'y aviez pas droit, la régule à 30 000 € au bout de 3 ans, en général, elle pique un peu. Donc faites très attention à ça et vous verrez, si vous attardez un peu sur les réseaux sociaux, très régulièrement, des auto-entrepreneurs se plaindre de ça, dire « Oh là là, je me suis fait avoir, personne ne m'avait dit ». Eh bien si, Superindep leur avait dit, mais malheureusement, ils ne l'ont pas entendu. Mais bon, voilà, donc ça fait partie des choses, en général, qui sont très peu sues et auxquelles il faut faire vraiment très attention. En tout cas, c'est un très bon levier. Et juste pour que vous ayez une idée de chiffre aussi, en gros, pour être dans la tranche des 11%, il faut être à peu près à moins de 29 000 € de revenus par part du foyer fiscal. Donc le fait que ce ne soit pas progressif, évidemment, rend ce versement libératoire hyper intéressant, surtout quand on génère un gros CA. Et voilà, pour l'anecdote, il y a un client de Superindep qui a pu faire 300 000 € de CA et profiter de ce versement libératoire. Lui, je peux vous dire qu'il a gagné des vacances payées, du coup, par les impôts qu'il n'a pas sortis. Ensuite, un deuxième levier d'optimisation, alors là, pour le coup, qui pourrait vous concerner, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est la TVA. Parce que comme je le disais, quand vous êtes à la TVA, vous pouvez récupérer la TVA sur vos dépenses. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais moi, je ne facture pas de TVA. Alors, comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, vous pouvez générer un crédit de TVA. Et donc, si vous avez un crédit de TVA, à la fin de l'année, vous pouvez concrètement demander à l'État de vous donner de l'argent. Et ça fonctionne, je le fais tous les ans pour des clients, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, déjà, sur quel type de dépenses on peut récupérer de la TVA? Toutes les dépenses pro qui sont payées avec de la TVA française. Donc, si
typiquement, un abonnement Super Indep, ça rentrerait dedans, un abonnement bancaire, tous vos outils pro, votre matériel, pour le coup, pour faire du trading, vous pouvez investir dans du matériel relativement cher. Eh bien, typiquement, vous pourriez le déclarer en dépenses pro et du coup récupérer la TVA dessus. Donc la récupération de TVA, en général, on la fait une fois par an, en janvier. On regarde, voilà. Normalement, le mécanisme, en fait, c'est qu'on déduit ce que vous avez dépensé de ce que vous avez récupéré, de ce que vous avez encaissé. Sauf que dans votre cas, si vous facturez tout le temps à l'étranger, du coup, vous n'allez jamais encaisser de TVA. Donc, vous allez vous retrouver en fin d'année avec un crédit. Et ce crédit, à la fin de l'année, il y a un remplir, à envoyer au service des impôts. À peu près 99,9% du temps, ils vont déclencher ce qu'ils appellent un contrôle fiscal, mais en fait, concrètement, c'est ce qu'ils appellent un contrôle sur pièce. Ça veut dire, en gros, qu'ils vont vous demander votre livre de recettes, votre registre des achats et vos justificatifs de dépenses, donc les factures de vos dépenses. Mais du coup, vous leur envoyez ça et derrière, ils vont vous verser l'argent. Et ça peut monter sur des sommes importantes. Nous, on a des clients qui ont besoin d'acheter du gros matériel, des véhicules. Et voilà, et j'ai déjà vu des remboursements de TVA de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tant que c'est justifié, que vous avez bien les factures qui vont avec, il n'y a pas de souci sur le principe. Mais évidemment, il faut le faire correctement et il faut évidemment bien garder les justificatifs. Donc en 2025, pour rappel, ça c'est un autre point important, normalement, vous êtes obligé de passer à la TVA si vous dépassez 41 250 € de CA. Mais vous pouvez aussi choisir d'y passer sur option, d'où le levier d'optimisation. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu su aussi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, on n'a pas le choix, on y passe à partir d'un certain seuil. Non, vous pouvez très bien, dès la création de votre micro, y passer. Et après ce que je viens d'expliquer, normalement, vous voyez bien l'intérêt, parce qu'en plus, c'est souvent à la création en fait, qu'on a des frais. C'est là qu'on peut prendre des frais d'accompagnement, de création, qu'on va acheter du matériel. Et donc, pour le coup, c'est là que ça peut être assez intéressant. Donc, si vous dépassez ces seuils, de toute façon, vous êtes obligé d'y passer. Et pour que vous ayez le petit écho avec ce qui se passe au niveau, en effet, gouvernement et tous les sujets de TVA qui sont souvent abordés, pour la faire courte, ils voudraient limiter notamment les possibilités de faire de l'achat-revente en TVA, sans TVA justement. Puisqu'aujourd'hui, justement, on peut aller jusqu'à 93 000 € de CA sans avoir de TVA. Ce qui fait qu'il y a des petits malins qui peuvent en profiter, notamment pour faire de l'achat-revente auprès de particuliers, et du coup générer des marges plus importantes parce qu'ils ne vont pas payer de TVA. Et en gros, c'est principalement ça qu'ils veulent essayer de contrôler. Le projet de loi initial qu'ils avaient proposé l'année dernière pour ça, en fait, ils l'avaient un peu fait déborder, parce qu'ils se sont dit, bon, comme vous le savez, encore une fois, ils ont besoin d'argent. Donc, comment on fait quand on a besoin d'argent? Si on baisse des seuils, on va plus en récupérer. Donc, ils voulaient créer un seuil unique de TVA à 25 000 € et dire que maintenant, tous ceux qui dépassent 25 000 € vont se mettre à devoir passer à la TVA. D'où la levée de bouclier, parce que autant on peut entendre les arguments pour l'achat-revente et les éventuels abus qu'il peut y avoir autour, mais sur la partie service, ça semble quand même beaucoup moins justifié, même si, pour rappel, quand vous facturez un professionnel, pour le coup, lui, il s'en fout de payer de la TVA, parce que tout comme vous, il peut la récupérer sur ses dépenses. Mais pour tous ceux qui facturent des gens qui ne peuvent pas récupérer de la TVA, donc notamment tous les organismes de formation, les organismes publics ou des particuliers, là, ça fait un coût un peu difficile à supporter pour leur activité. Du coup, ils sont revenus dessus, ils ont annulé, c'était le bordel, ils ont carrément tout annulé. Mais évidemment, ils ont toujours autant besoin d'argent en 2026, donc ils remettent le sujet sur la table. Donc le projet de loi qu'ils avaient proposé, c'était, on reste sur un seuil unique, mais ce coup-ci qui reste à 41 000, donc il n'y a plus l'achat-revente à 93 000, ça viendrait à 41 000, bon, à la limite, ça simplifierait un peu la règle, sauf pour le BTP, parce que visiblement, il y a aussi des abus dans le BTP, où là, ils voudraient le ramener à 25 000. J'avoue que je ne comprends pas trop le sujet, parce que moi, en tout cas, tous les auto-entrepreneurs qui sont dans le BTP et qui sont chez Super Indep, de toute façon, ils facturent en auto-liquidation parce qu'ils sont sous-traitants. Auto-liquidation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça veut dire qu'ils, tout comme vous, qui facturez à l'étranger, ils n'encaissent pas de TVA. Donc, en fait, qu'ils passent plus tôt ou après au seuil, ça ne change absolument rien. Parce que dans tous les cas, ils n'encaissent pas de TVA. Bref. Donc, c'est juste pour faire le petit écho de l'actualité politique. Et comme je vous le disais, de toute façon, ça ne vous concerne pas directement, sauf si pour le coup, vous avez une activité par ailleurs qui serait en France. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre quelques questions, parce que j'ai peur qu'on se fasse déborder. Allez, vas-y. Et il y a un souci apparemment, il y a une partie de la France, enfin j'ai l'impression que c'est comme ça, parce qu'il y a des gens qui sont dans le sud-est, ça marche très bien.
et d'autres, ça déconne, ça bug. La Ah, conf. Dans tous les cas, chez moi, ça marche bien. Donc, là, je t'enregistre. Donc, dans tous les cas, le replay sera propre. Mais en on tout cas, il y a aura une un beau partie des YouTube. gens, il y a une partie des gens qui ça marche pas. Ça marche moins bien. Donc, je pense que c'est peut-être la tempête ou quoi. Du coup, on va reprendre les questions. Donc, première question. Est-ce qu'on cotise pour la retraite quand on paye l'URSSAF? Théoriquement, oui. Oui, tout à fait. On paye pour la retraite. Voilà, en fait, on cotise pour la retraite, pour la santé. Le truc, c'est que souvent on dit les indépendants, les entrepreneurs sont mal protégés. Non, c'est pas vrai. Ils ont exactement la même protection qu'un salarié. Mais ce que le salarié ignore la plupart du temps, c'est que ce qui fait que quand il va à l'hôpital, il paye rien, c'est pas du tout le régime général, c'est sa mutuelle. Et sa mutuelle, c'est son entreprise qui lui paye en général. Donc, en fait, ce qui fait qu'on est bien protégé en France, c'est pas du tout le régime général, c'est toutes les obligations de complémentaires et de supplémentaires qui sont payées par notre employeur quand on est salarié. Et donc, on a la même protection de base, sauf que du coup, c'est à nous de nous prendre toutes les complémentaires et les supplémentaires. Donc, clairement, oui, vous cotisez pour l'URSSAF pour la retraite, mais ne comptez pas là-dessus pour vos vieux jours. Mettez des sous de côté, investissez, ouvrez-vous un PEA. Mais surtout, ne comptez pas sur le régime général pour manger autre chose que des pâtes à la retraite. C'est clair. J'ai déjà 1 an d'entreprise, mais j'ai pas fait de CA. Dois-je payer de la CFE? Alors non, vous ne payez pas de CFE si vous ne faites pas de CA, si vous faites moins de 5 000 € de CA, en fait. Faites juste attention parce que très souvent, nous, on voit plein d'erreurs. En fait, comme c'est géré localement, c'est géré n'importe comment. Et donc, très souvent, ils vont vous la demander, ils vont vous demander de la payer, même si vous ne la devez pas. Donc, si vous avez fait moins de 5 000 € de CA, surtout, et qu'on vous la demande, contestez-la. J'en ai créé une sous le code APE 8299Z, ok, donc activité de soutien aux entreprises, ok. Et en faisant ma demande d'ACRE auprès de France Travail, il me refuse le paiement en reprochant que mon activité en propre firme n'est pas cohérente et légitime par rapport à mon code APE. C'est parce que Ouais. t'as été trop précis, mon gars. T'as été trop précis dans ton... Ouais, faut faire gaffe, faut pas parler de Ouais, trading, il faut parler de conseils aux entreprises. ouais, voilà. Et du coup, plutôt que soutien aux entreprises, tu as le code APE de conseil aux entreprises. Et ouais, évitez de mettre trading dans la description, ça va vous attirer que des problèmes. Donc, vous mettez conseil, consulting. Voilà. Ouais. Alors, juste Ouais. donner un troisième type d'optimisation, c'est juste pour bien préciser, si jamais vous devez engager des frais, mais il y a peu de chances que ça vous concerne aussi, donc je vais vite passer dessus, mais sachez juste que si vous devez un jour, un client vous facture des frais, il vous dit, je sais pas, viens à New York, je te paye ton avion et ton hôtel. Surtout, ne lui facturez pas directement le prix des frais, enfin n'avancez pas les frais pour lui facturer derrière, parce que si vous faites ça, ça va rentrer dans votre CA et donc vous devez payer dessus. Alors que si vous faites ce qu'on appelle du débours, en fait, vous allez avancer des frais, mais vous allez générer des factures au nom de votre client, ou alors vous demandez directement à votre client de vous payer les frais, comme ça c'est encore mieux, et au moins ça ne rentre pas dans votre CA. Donc voilà, il faut juste faire attention à ce truc-là si un jour vous avez des frais. Donc au niveau des bonnes pratiques, il y a vraiment ce côté, donc vous devez déclarer en BNC, et évidemment ce que vous déclarez à l'URSSAF est toujours hors taxe, bon pour vous c'est plus facile. Par contre vous avez un sujet aussi sur le dollar, parce qu'en général vous n'êtes pas payé en euros. Donc il faut savoir que la règle c'est que normalement vous devez déclarer le moment où vous êtes payé en fonction du taux de change du jour, en prenant le taux de conversion de la BCE. Donc le jour où vous êtes payé, vous regardez le taux de conversion, et c'est ça qu'il faut déclarer à l'URSSAF. Parce qu'évidemment, l'URSSAF, vous ne pouvez pas faire une déclaration au dollar. Ensuite, donc, le compte bancaire dédié, j'en ai parlé. Mensualiser un maximum de choses. Ça, pour le coup, c'est vrai, peu importe votre statut. Je sais que l'administratif, ça fait chier tout le monde. Personne n'a envie de déclarer de l'URSSAF, de la TVA. D'ailleurs, c'est pour ça que SuperIndep existe. Mais mensualiser tout, même si vous voulez le faire vous-même, c'est vraiment une bonne pratique si vous voulez éviter des problèmes. Je vous assure que les plus grosses galères que je vois de gens qui doivent des dizaines de milliers d'euros, c'est des gens qui se sont ratés. Et en général, ils se sont ratés parce qu'ils étaient en trimestriel ou en annuel de TVA. Et du coup, ils ont des grosses sommes à déclarer. Et pour le point donc, de la facturation électronique, donc, vous allez voir, c'est tordu comme truc. Et en plus, pour être tout à fait transparent, je ne saurais même pas vous répondre précisément sur comment ça va se passer avec les premières firmes, donc avec les sociétés étrangères. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de septembre 2026, toutes les entreprises, donc notamment toutes les ETI, et les grands groupes ont l'obligation d'émettre et de recevoir des factures au format électronique. Une facture électronique, c'est quoi? Attention, c'est pas juste un PDF, hein. C'est une facture qui part dans un système sur lequel vous n'avez pas la main. Donc en gros,
au lieu, comme vous le faites aujourd'hui, de faire votre facture soit dans un logiciel, mais soit même avec Word ou Excel, techniquement, c'est pas illégal si vous mettez les bonnes mentions dessus, et de l'envoyer à votre client pour être payé, bon, ce qui n'est pas votre cas avec les profs firmes, mais c'est ce que font la plupart des autres freelances, eh bien, là, vous allez être directement dans un logiciel, vous allez rentrer le sirène du client que vous voulez facturer, et vous allez rentrer les mentions de la facture, et donc ça va automatiquement partir, donc votre client va automatiquement recevoir la facture. Donc vous voyez bien que c'est fait en fait pour gérer tout le flux financier du territoire français, ce qui est évidemment extrêmement intéressant pour l'État, parce que du coup, ils auront en temps réel toutes les données de chiffre d'affaires, de TVA, etc. J'imagine que pour ce qui est des échanges à l'étranger, ça va fonctionner comme pour les particuliers, parce qu'évidemment, un particulier, vous n'allez pas le trouver dans un système, il n'a pas de numéro sirène, et donc ça fonctionnera avec ce qu'on appelle de l'e-reporting, qui lui ne sera obligatoire qu'à partir de septembre 2027. Et l'e-reporting, en gros, ça va être l'obligation de rentrer dans ce système les informations de facturation, même si justement c'est pas un professionnel que vous avez facturé, en tout cas pas quelqu'un qui est dans le système de la facturation électronique. Donc vous allez devoir faire cette déclaration, même si du coup la prof firme ou la personne que vous facturez n'est pas dans le système. Pour être bien précis sur le calendrier, donc comme je vous disais, septembre 2026, c'est les grands groupes. Et là où ils ont été tordus, c'est que les auto-entrepreneurs ont l'obligation d'être capable au moins de recevoir des factures au format électronique à partir de septembre 2026. Donc ça veut dire que déjà, si vous travaillez pour un grand groupe, vous êtes obligé d'avoir un logiciel compatible en septembre 2026, parce que quand ils vont... non, pardon, je veux dire justement, si vous avez un grand groupe dans vos fournisseurs, vu qu'eux ne pourront travailler plus qu'en facturation électronique, vous serez obligé de recevoir leurs factures au format électronique. Donc, ce sera dès septembre 2026. Mais si, en plus, vous travaillez avec un grand groupe, en fait, vous aurez exactement le même problème, comme lui ne pourra plus que recevoir des factures au format électronique. Alors, en fait, même si ce n'est pas une obligation légale, il faudra bien, d'une façon ou d'une autre, que vous envoyiez votre facture au format électronique. Mais c'est qu'en France ou c'est dans toute l'Europe? C'est comment ça? Alors, c'est un truc qui est déjà en place dans pas mal d'autres pays. C'est effectivement une volonté européenne d'harmoniser ça. C'est déjà en place en Italie, c'est déjà en place en Espagne, et donc la France arrive petit à petit. Mais du coup, c'est vraiment cet objectif de pouvoir mieux contrôler les flux fiscaux sur le territoire, quoi. Ouais, de toute façon, c'est toujours la même. Ouais, arrêter le black, quoi. Et arrêter le black et arrêter les flux de cash, quoi. Un des avantages, en revanche, qu'on peut imaginer pour les auto-entrepreneurs notamment, c'est que l'avantage qu'ils connaissent tout, c'est que du coup, peut-être que ce coup-ci, ils pourront pré-remplir les choses. Alors après, il faut souvent vérifier, parce qu'ils ont tendance à faire pas mal d'erreurs. Mais voilà, du coup, ils pourront pré-remplir la déclaration de revenus, pré-remplir la déclaration de chiffre d'affaires, etc., puisqu'ils ont déjà toutes les informations. Merci à tous en tout cas, merci pour vos questions, merci pour l'invitation, c'était un plaisir comme d'habitude. Et puis voilà, si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc vous avez eu le lien, mais mon email c'est emilien@superindep.fr. Voilà, donc ouais, voilà, il y a tout ce qu'il faut là. Et donc, n'hésitez pas. Alors, du coup, si vous me pinguez sur le Discord, je ne pourrai pas répondre à cause de ce problème de numéro de téléphone. Mais voilà, emilien@superindep.fr, si vous avez des questions, des points précis, je vous répondrai avec plaisir.